Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, en présence comme toujours du DAF. Et aujourd'hui, comme chose promise, chose due, nous allons donc tenter de vous parler de ce vaste sujet qu'est l'intelligence artificielle. Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier de nous suivre avec autant de constance et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Nous avons atteint le seuil de 250 000 abonnés, ce qui, ma foi, ne manque pas de nous surprendre tous les jours. On en est ravis. Parlez-en à vos amis, parlez-en autour de vous, qu'on arrive à 300, 400, sky is the limit. Absolument, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, et surtout quand on a un DAF aussi mignon qui ronfle avec plaisir juste derrière moi, histoire de m'aider à me concentrer sur ce sujet difficile. Alors, avant toute chose, ça risque d'être une émission où je vais un petit peu plus parler, quoique, en tout cas plus parler en introduction, parce que c'est moi qui ai lu les ouvrages, comme à chaque fois qu'on présente plus ou moins des ouvrages, oui, la plupart du temps, sauf quand tu reçois un auteur. L'ouvrage principal sur lequel je me suis fondée est ce livre de Axel Siepel, Au cœur de l'intelligence artificielle, qui est un ingénieur des mines, qui est un livre qui recèle pas mal de petits trésors, qui, à mon sens, alors très subjectif, aurait sûrement gagné à avoir un éditeur, peut-être un peu avec une vision, parce que pour moi, il y a beaucoup d'informations dans ce livre, il y a des informations qui sont terriblement techniques, et il y a un propos philosophique. Et le propos philosophique aurait pu en être extrait, faire un essai peut-être un peu plus ténu sur justement le véritable propos qui est déontologique, éthique, et la partie ingénieur des mines peut-être être à part. Mais bon, ça, c'est mon avis. Voilà. Et ça, c'est un petit ouvrage, juste si vous y connaissez vraiment rien du tout. Mais cela dit, je ne sais plus combien je l'ai payé. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'infos. Vous pouvez un peu glaner tout ça sur Internet vous-même. Et je ferai un petit incipit aussi sur le bouquin d'Onfray, mais juste sur la fin. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors, que dire sur l'intelligence artificielle ? Railler, admirer, pointer du doigt comme la source de tous nos maux, l'IA reste néanmoins un sujet assez nébuleux pour tout le monde. Ça a été vendu quand même comme un remède miracle par pas mal de sociétés. On voit des types... Ou une peur. Ou une peur, oui, ou une peur. Des remèdes ou une peur. En fait, c'est soit on s'en sert comme une sorte de remède miracle pour essayer, dans des jeunes start-up, d'avoir des fonds privés, des fonds publics et ainsi de suite. Et ça nourrit aussi la fabrique de nos peurs. On se retrouve de plus en plus ces temps-ci, j'ai trouvé, avec des journaux, des collaborations, de milieux plutôt conservateurs, alias Le Figaro, qui nous expliquent, mon Dieu, l'intelligence artificielle, on va tous mourir, mon Dieu, dans des souffrances atroces. Alors, avant de tous mourir dans des souffrances atroces, ce qui est en général le but de cette émission, on va essayer... De toute façon, ça va mal se terminer. La vie, c'est une affaire... Oui, je vous l'avais bien dit. C'est une maladie sexuelle qu'on attrape et qui se termine toujours mal. Ça, c'est... Voilà, donc... j'ai fait donc un petit récapitulatif qui est un peu scolaire, excusez-moi, mais pour les néophytes... que nous sommes, quelque part, ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, suivant encore une fois cet auteur, Ne m'arrachez pas les tripes, qui est un ingénieur des mines spécialisé en IA, il détermine que l'IA, en définitive, c'est juste une nouvelle façon de faire de l'informatique. Alors, il nous dit que l'IA ne relève pas de la magie. L'IA, quelque part, n'apprend pas toute seule. Ça, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles fortes. Et qu'à ce stade de développement, les IA fortes non surveillées, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Ça va arriver, mais on n'y est pas encore. Et l'IA aussi, toute seule, ne comprend pas. Mais bon, elle n'est pas la seule du reste. On a des ministères entiers remplis de gens qui non plus ne comprennent pas. Donc en ça, on parle de Bercy. Hein. Non, mais donc on n'est pas vraiment surpris. Bercy ne comprennent pas l'économie, donc on ne va pas leur demander de comprendre l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, les applications demandent une certaine performance, mais effectivement, l'acquérir, c'est jamais gratuit. Donc il y a aussi besoin d'avoir des fonds, des développements. Et l'IA elle-même ne peut pas vivre toute seule. L'histoire d'un robot, la Blade Runner, enfin les robots qui prendraient le pas, les machines qui prendraient le pas sur les humains, on n'y est pas encore. Hein. Pour l'instant, elle a besoin de vivre sous une direction informatique qui est capable de l'intégrer dans ses chaînes de production. Donc il n'y a pas une IA toute seule qui va se réveiller. Ou dans ses chaînes de raisonnement. Voilà. Alors, on distingue différentes formes d'IA, j'y vais vite. L'IA de perception,
ça c'est la reconnaissance de la parole et de l'image, la robotique ou la conduite autonome. L'IA de raisonnement, ça permet aux machines de prendre des décisions en se basant sur des données et des règles. On a vu des applications dans la médecine ou dans la finance. Pour le diagnostic, oui. Oui. Oui, tout à fait. L'IA de traitement de langage naturel, ça permet aux machines de comprendre et de répondre à des phrases et des questions écrites de manière humaine. Donc ça, c'est un petit peu ChatGPT et ce genre de choses. Et l'IA d'apprentissage automatique qui permet aux machines de s'améliorer et de s'adapter sans être explicitement programmées. Elle est utilisée dans les nouveaux domaines comme la reconnaissance de la parole et de l'image, la traduction ou l'analyse de données. Alors, la véritable question, une fois qu'on a dit tout ça, c'est pourquoi aujourd'hui l'IA nourrit autant de fantasmes, l'intelligence artificielle nourrit autant de fantasmes, pourquoi l'IA nourrit autant de peur? Et toi déjà, Charles, en tant que vieux financier de la place, non mais tu as quand même vu, toi, arriver, je veux dire, quand tu as commencé dans le métier, tu avais un papier, un crayon. Oui. Ensuite, tu as eu, chose incroyable, une machine à calculer, voilà, avec des petits numéros. Ensuite, tu as eu un premier ordinateur qui prenait la taille de cette pièce et il fallait des climatisateurs toute la journée pour l'aérer, la pauvre bête. Et elle te sortait 2 opérations à l'heure. Elle travaille beaucoup, mais elle chauffait et puis elle me coûtait 3 millions de dollars par an à l'époque, ce qui était... Voilà. Puis après, on a eu une plus petite machine quand on était à Londres qui faisait... Oui. Qui mettait les stylos, elle faisait des petits graphiques comme ça. Des graphiques il fallait mettre des petits stylos. Des petits doigts avec des petits doigts qui faisaient les graphiques. Oui, comme les trucs qu'on avait enfant, tu sais, tu mettais un stylo, et puis là, il y avait un autre stylo, et elle te faisait des choses en plus grand. Oui, c'est exactement ça, oui. C'était mécanique. Voilà. Et puis on est passé ensuite à l'imprimante où vous faites ce qu'il y a sur l'écran, pof, ça sort, et puis vous le sortez comme ça. Mais on vient de loin. Hein. On vient de loin, oui, mais parce ça paraît. On faisait des petits graphiques avec des petits points. Oui. Et puis c'était mécanique, elle te faisait des jolis dessins comme ça, tchac, tchac, c'était vachement bien. Et tu n'imagines pas le progrès que c'était. Et pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, dans ton domaine qui est la finance, tu penses que l'intelligence artificielle te fait peur ou au contraire risque d'apporter des bienfaits? Non, elle me fait pas peur du tout. Non, elle me fait pas peur du tout. Elle ouvre des possibilités de traitement de données complexes. Tu sais que, par exemple, il y a à peu près 7 ou 8 ans, j'ai décidé d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle sur la construction de portefeuilles. Mm-hmm. Bon, alors, je m'explique. La plupart des gens, quand ils bâtissent un portefeuille, ils se disent, si je mets que des bonnes choses dans le portefeuille, je vais avoir un bon portefeuille. Oui, c'est ce qu'on se dit quand on fait un plat. On se dit, si je mets du bon bœuf, du bon vin, des bons oignons, ça va faire un bon bœuf. C'est le truc du chef d'Astérix, les bons produits, ça fait pas de mal. Oui, quoi. Ça fait pas grossir. Ça fait pas grossir non plus. C'est que de la graisse de saindoux. De sanglier, malheureusement. De sanglier. Donc, c'était l'idée de base. Mais en fait, ayant passé toute ma vie dans ce métier, le portefeuille est en lui-même une espèce de chose vivante, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur, des actifs qui répondent à d'autres actifs d'une façon inattendue, etc. Et donc tu peux avoir un portefeuille dans lequel il y a que tes bonnes choses, et ça fait un très mauvais portefeuille. Et tu peux avoir un portefeuille dans lequel il y a des choses que tout le monde considère comme douteuses, mais qui agiront d'une certaine façon à un moment donné pour... Et donc, ce sont des calculs d'une complexité rare pour savoir comment tes portefeuilles vont réagir à différents éléments, etc. Mais est-ce que c'est pas un biais instinctif, ce que tu décris? C'est la plupart des anciens gérants qui ont eu qui ont un peu de bouteille, par exemple, comprennent immédiatement la notion dont on a souvent parlé ici, qui est celle de l'antifragilité. C'est-à-dire que quand les marchés s'agitent comme ça, en général, ils baissent, mais il y a des actifs, quand les marchés s'agitent, ils montent. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'antifragile, c'est la notion de Taleb. Nassim Nicolas Taleb. Nassim Nicolas Taleb, c'est un type très étonnant, celui-là aussi, un peu comme... C'est l'inventeur du signe noir, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, oui, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de faire des calculs assez pointus sur la façon dont un portefeuille doit être construit. Alors, je vais te faire une petite idée, c'est que nous, on travaille là-dessus depuis 7 ans à peu près, et on travaille en fonction de ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Hein, c'est des machins, c'est la base de l'intelligence artificielle. Et mes travaux depuis toujours m'avaient fait comprendre que sur les marchés financiers, il y avait à peu près 7 variables, la production industrielle, le chômage,
l'inflation, le prix du pétrole, la liquidité internationale, tout ça qu'on avait bien défini, qui avait de l'influence sur les portefeuilles, sur l'ensemble du portefeuille. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc bâti un réseau de neurones. On a un type qui travaille avec nous, qui est à Nice d'ailleurs, à qui je dis bonjour si jamais il écoute, qui était un spécialiste mondial du CNRS dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est celui qui danse très bien ? C'est celui qui danse très bien, c'est ça, oui. Et qui fait des marathons. Moi, je retiens les infos importantes. Il danse très bien. Il danse très bien, exactement. Et donc, il est plutôt joli garçon, d'ailleurs. Il est plutôt joli garçon, il est très fin, il est très beau. Et donc, on se retrouve, donc il a bâti un réseau de neurones, et on suit dans nos systèmes à peu près 40 pays. Et donc, on a pris 3 pays, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, qui ont des cycles différents, et on a mis donc ces 7 variables dedans, et on a fait tourner pour ces 3 pays quel était la pondération optimale de ces 7 variables pour ces 3 pays. Et ces 3 pays avaient à peu près la même pondération. D'accord. Tu vois, c'était la production industrielle avait le même effet aux États-Unis qu'au Japon, etc. Alors, à ce moment-là, il avait fait des calculs très savants. On a bloqué ces pondérations et on les a appliquées aux 37 autres pays. Oui. Et ça marchait. Ça nous donnait aussi d'excellents systèmes. C'est-à-dire que moi, j'avais repéré plus ou moins ce qui avait de l'impact, mais je l'avais fait de façon intuitive, ou avec des crayons et la main, mais c'était pas pareil. Et on l'a bloqué depuis, et ça continue à marcher depuis. Donc vous vous en servez quotidiennement ? On s'en sert quotidiennement, ça s'appelle Track Macro, c'est dans un système qu'on a fait là-haut, qui nous permet de suivre l'analyse macroéconomique, l'impact sur les marchés. Donc tu as déjà une application financière de l'IA depuis 7 ans ? Depuis 7 ans à peu près. D'accord. Oui. Et donc ça marche à peu près. L'embêtant, on a pris la décision de ne pas que les pondérations ne changent pas avec le temps. On les a bloquées. Pourquoi ? Pourquoi vous ne les avez pas laissés intégrer des variables ? Parce que si par exemple un gros pet et tout, il va à un moment prendre ce pet et dire c'est très important. D'accord. Et donc ça peut changer ensuite, puis ensuite il remettra un temps fou à revenir à la pondération. Donc on va laisser les parts. Puis si elles ont marché sur 100 ans, on pense qu'elles vont continuer à marcher. L'embêtant, c'est qu'il y a un certain nombre de variables, comme par exemple la liquidité internationale, qui est très dépendante du rôle du dollar, et comme je sais de le dire, le rôle du dollar est en train de changer en ce moment. Donc on commence à avoir un peu les foies sur ce truc-là, quoi. Mais du coup, prenons l'exemple, si tu intégrais la Grande-Bretagne dans ton calcul, est-ce qu'à partir du moment du Brexit, et qu'elle reprend... Ça s'en fout, ça n'a rien changé. Non, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Alors imaginons autre chose. Imaginons demain, l'Italie sort de l'euro. Tu ne changes pas ces variables ? Je ne change pas ces variables parce qu'il va se passer à ce moment-là, c'est que son taux de change baissera beaucoup. Et donc, on va se retrouver avec celle-là qui sera très pondérée. Le prix du pétrole en lire italienne montera, donc ça sera un effet négatif. Donc, en vrai, tu as une intelligence artificielle, mais elle est quand même très encadrée. Elle est très encadrée par, grosso modo, les travaux que j'ai faits depuis 40 ans sur les marchés. Voilà, parce qu'il y a des intelligences artificielles qui apprennent au fur et à mesure. Voilà, dont on parlait, qui apprennent au fur et à mesure et qui sont donc... Oui, mais c'est très dangereux, ces intelligences artificielles dans les marchés financiers, parce que c'est l'exemple qu'on donne toujours. Tu apprends à ton robot à marcher sur le sable, là. Il marche très bien sur le sable, et puis il passe sur des cailloux, alors il est tout perdu, il tombe tout le temps. Donc il se remet à calculer lui-même comment il faut marcher sur le... Et puis quand il se retrouve sur les cailloux, puis quand il repasse sur le sable, il se repète la gueule. Donc il a tout changé, et donc moi ce que je voulais, c'était avoir des trucs qui marchaient, qu'on soit sur du sable ou des cailloux, tu vois, donc c'est moi qui ai imposé en quelque sorte, donc on change pas. Des petits graviers. Des petits graviers. Parce qu'une fois que tu changes, si tu permets à la bête de changer, elle va changer rétroactivement, et au bout de 5 minutes, tu ne comprendras plus rien au bitonio, quoi. Alors écoute, de là, tu me fais une bonne transition, qui est justement pourquoi ça peut être dangereux. Alors, pour l'IA en général, en sortant de l'application que toi, tu as pu avoir dans la finance, on va essayer de réfléchir maintenant en quoi l'intelligence artificielle et ses algorithmes et ses applications peuvent faire peur aux gens et peuvent faire peur aujourd'hui au public, parce que j'ai l'impression de lire, encore une fois, de plus en plus d'articles en disant « Mon Dieu, faisons attention, qu'est-ce qui nous tombe dessus ?» La première chose que tu croises dans les débats et qui arrive en général, c'est l'impact sur l'emploi. Donc ça, on le connaît, c'est Bastia, c'est le manifeste des chandelles, et c'est Schumpeter. Voilà. Et on le voit très bien, il y a 25 ans, 30 ans, 20 ans, quand toutes ces choses-là ont commencé à sortir, j'ai dit, mettons le rôle des secrétaires dans les
Dans les cabinets d'avocats, prenons. Va disparaître. Oui, quand le Word, quand les pack office ont commencé à arriver et que tout le monde s'y est mis, il est certain que moi, quand j'ai commencé dans les cabinets d'avocats, on avait tous, en tant que jeune avocat, une secrétaire. On n'avait pas d'ordinateur sur nos bureaux. On écrivait tout à la main ou au dictaphone et on avait une fille qui, toute la journée, tapait. Elle a disparu. Elle a disparu. Aujourd'hui, tout avocat fait lui-même tout à la main. Tout. Et c'est corrigé par des corrections automatiques. Il y a une secrétaire pour 5 qui s'occupe de faire les enveloppes quand tu as des grands trucs. Mais c'est tout. Donc, mais par contre, ça a créé des milliers d'emplois dans l'entretien des ordinateurs, les boutiques auxquelles tu amènes ton ordinateur. Donc, il y a eu des pertes d'emplois à gauche, mais il y a eu encore plus d'emplois créés à droite, quoi. Donc, c'est pas... À tes amours. Nombreuses et courtes, comme on disait dans Gascogne dans le temps. Bon, et donc, sur le point de l'emploi, c'est pas ça. Moi, il faut toujours revenir aux mots intelligence et artificielle. Bon. Alors, d'abord, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. Et là, je vais revenir à quelque chose qui me concerne personnellement. J'ai lu beaucoup sur ces sujets-là. Je crois que personne n'a la moindre idée de la façon dont fonctionne le cerveau humain. Les types, ils y passent leur vie, ils disent c'est extraordinairement compliqué, on ne comprend pas ce qui se passe. Il n'y a qu'à voir, on a énormément de mal encore à notre époque à traiter les états dépressifs. Voilà. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe là-dedans. Et les maladies dégénératives dans une certaine mesure aussi. Le nombre de choses qui nous échappent dans l'autisme, dans les maladies neurodivergentes. Et même dans le processus de création, où d'un seul coup, tu as un type qui, pouf, fait un court-circuit et crée un machin qui n'existait pas et le monde change complètement. Donc, moi, ce que je dis, je dis toujours en plaisantant, les gens pensent que je ne suis pas sérieux, mais je le suis. C'est qu'il y a 2 personnes en moi. Il y a le Charles Gave, bon garçon, bon père, qui essaye d'être un type convenable et tout. Et puis, il y a un truc là-haut qui a une grosse indépendance et qui parle, enfin, qui est pas vraiment moi. Et ça me surprend toujours beaucoup. Et donc, et la façon dont cette entité indépendante se manifeste, c'est très souvent au travers de l'écrit. Quand je commence à écrire un truc, je sais jamais au début ce que je vais mettre dedans. Et puis il y a des trucs qui arrivent qui me laissent pantois, dont je savais même pas que je les pensais. Tu vois, je me dis, tiens, ça c'est curieux. Et parfois quand je me relis après, je me dis, alors là, je sais pas d'où je vais le sortir ce truc-là. Donc vous avez une espèce de processus qui est presque indépendant de la volonté, qui se met en route dans l'intelligence. Et j'ai lu récemment un article où quand je lis un livre, et que par exemple quand j'ai lu Solzhenitsyn ou j'en sais rien, ou René Girard, je suis tellement excité qu'il faut que je m'arrête, parce que je surchauffe, tu vois, je me dis c'est pas possible, j'en peux plus, quoi. Et j'ai appris qu'à ce moment-là, le cerveau se mettait à fonctionner à peu près à 60 fois la vitesse normale, tu vois, ils accumulent des informations de façon extraordinaire. Et on comprend pas du tout ce processus, parce que c'est là où, dans son fond, toutes des nouvelles liaisons se font. Avec tes anciennes idées, tes nouvelles idées, toutes les liaisons entre ça et tes anciennes idées se créent, se mettent en route. On ne sait pas du tout comment ça marche. Donc, les gens me disent qu'on va remplacer l'intelligence à laquelle on ne comprend rien par des machines. Et je crois que la plupart des gens sont dans une situation aujourd'hui avec la société technologique dans laquelle on est et ne comprennent rien à la société technologique non plus. Moi, quand je regarde mon téléphone, il faudrait qu'on m'explique comment je peux appeler quelqu'un à l'autre bout du monde. Déjà, tu sais pas où sont les SMS, alors. Je sais pas, exactement. N'envoyez jamais de SMS à Charles, il sait pas où ils sont. Hein. Si, de temps en temps, il a trouvé les emails, mais les SMS, c'est... De temps en temps, j'en trouve un, mais j'aurais dû répondre. Oui, mais il date de mars. Il date de mars, c'est ça, j'aurais dû répondre il y a 3 semaines. C'était le code de la porte pour janvier, tu vois. C'est ça. Donc, je crois qu'il y a 2 choses qui se passent, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans le domaine de la technologie, et que la plupart des gens, finalement, ne comprennent rien à la technologie. Donc, c'est très angoissant. Tu vois, c'est pas... autrefois, quand tu étais paysan, tu comprenais quand tu mettais une semence en terre, ça faisait du blé après. Tu savais pas ce qui se passait, parce que c'est quand même un grand miracle. Alors, autre chose qu'il faut voir, on revient sur la destruction créatrice, c'est que il est vrai que ça va, pendant un temps, sûrement supprimer des emplois à très faible valeur ajoutée. Oui. C'est-à-dire à très fort caractère de routinier. Routinier, c'est-à-dire les emplois répétitifs
est quelque part volatile, enfin Mais par exemple, ça ne pourra jamais faire ta déclaration d'impôt. C'est beaucoup trop compliqué. L'intelligence artificielle n'y arrivera jamais. Voilà, ça ne pourra jamais aller à la Sécu pour toi. À Hong Kong, c'est possible. Parce qu'à Hong Kong, ma déclaration d'impôt, c'était vous avez gagné combien l'année dernière ? Envoyez-nous 17%, merci beaucoup. Oui, voilà. Ça, à mon avis, ça, il peut le faire. Mais ma déclaration d'impôt d'aujourd'hui, qui doit faire 8 pages, et je dois employer 2 avocats pour me la faire parce que je ne comprends rien moi-même, ça, il faudra du temps avant qu'il y arrive, parce peut-être qu'il y arrivera un jour. Donc, en vérité, oui, ça va sûrement supprimer des métiers de caissière ou des choses extrêmement répétitives, mais il y a quand même une limite, encore une fois. Alors, il va y avoir sûrement une période de transition. Et la véritable question qu'on peut se poser en amont de ça, c'est dans quelle mesure nos formations à l'éducation nationale, c'est un sujet sur lequel on est revenu quand on comparait à la Suisse, sont adaptées, parce qu'on a encore quand même une éducation nationale qui est véritablement à l'âge de pierre. C'est-à-dire, on n'a absolument pas évolué dans la façon d'apprendre, ni dans la façon de sélectionner les élèves depuis Jean Jaurès. En gros, on reste dans des copies, des dictées, des choses... Bon, alors, je sais bien, c'est comme ça qu'on doit apprendre le français. D'ailleurs, ça n'est toujours pas acquis en 6e, alors que ça l'était à l'époque en 9e. Donc, on a aussi un problème dans l'apprentissage, la lecture, du calcul, des choses qui autrefois se faisaient rapidement. Et ensuite, dans l'apprentissage de ce qui pourrait être des tâches différentes et sélectionner quelque part les élèves qui pourraient aller vers... On est resté vraiment à l'âge de pierre. Mais alors, il se passe un phénomène intéressant, c'est quand tu penses à tout ce qui s'est passé dans le monde de l'informatique depuis 20 ans, ça a été une véritable révolution. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, et ça continue. Mais il n'y a pas une école qui était à l'origine. Ça s'est fait par la base. C'est-à-dire, c'est le glandieu avec des lunettes qui se met à programmer chez lui. Mais cela dit, tu dis ça, mais de plus en plus, encore une fois, ma fille qui est à Londres, il y a de plus en plus de diplômes de computer science qui s'ouvrent en veux-tu, en voilà. Parce que évidemment, le défi de demain, ça va être d'avoir des ingénieurs qui savent programmer à n'importe quel niveau, puisqu'il y aura des niveaux disparates, de très haut à plus bas. Et alors, il y a aussi un phénomène qui se passe qui est curieux, pour revenir à la discussion qu'on avait eue sur les filles et les garçons. Dans ça a l'air d'être un truc dans lequel les garçons, qui sont tous autistes, se sentent beaucoup plus à l'aise que les filles. Je ne sais pas pourquoi, mais donc le coup des geeks, les geeks, ça a tendance à être des... Alors, je tiens à dire que Charles a dit autisme, mais dans notre famille, ça n'est pas du tout péjoratif. Je suis moi-même sur le spectre, donc ne vous c'est pas péjoratif dans la famille. Hein, Et lui, il y est sûrement. Il s'est jamais fait tester, mais voilà. Enfin, Asperger ou j'en sais rien. Enfin, il y en a quelque chose qui est pas bien normal. On en a 2 dans la famille, donc 2 sur 4. Donc, toi, à mon avis, tu es dans le spectre aussi. Hein, donc, vous avez ça. Donc, c'est une nouvelle forme d'appréciation et d'acquisition des connaissances qui est sorti de nulle part, dans lequel le spectre masculin a l'air d'être plus à l'aise que le spectre féminin. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin, ça a l'air d'être le cas. Et vous avez par exemple des gars comme Steve Jobs ou Bill Gates, qui étaient des brillants garçons, qui étaient l'un en première année de Stanford et l'autre en première de Harvard, qui sont restés 1 an à l'université, puis qui ont créé leur truc. Parce que... ils avaient tout un nouveau monde à découvrir, et qu'à l'université, ils découvraient rien. Ils découvraient tout ce qui avait été découvert dans le temps, quoi. Mais c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'effectivement, je crois que si l'on devait comparer à quelque chose, c'est des sortes de Christophe Colomb. C'est-à-dire, c'est des mecs qui, à un moment, ont dit non, mais c'est par là. Puis ils y vont. Et vous savez, tu sais pourquoi Christophe Colomb est le premier socialiste de l'histoire, non ? Je l'ai su, mais j'ai oublié. C'est parce que quand il est parti, il ne savait pas où il allait. Oui. Quand il est arrivé, il ne savait pas où il était. Oui. Et il a fait tout ça avec l'argent de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. C'était la vieille définition du socialisme, l'ancêtre de voilà. Donc l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle forme d'appréciation de la connaissance, de la science, et à un moment où 90% de la population, dans le fond, ne sait rien de la science. Et c'est pas ce qu'on lui apprend aujourd'hui à l'école qui s'améliore, puisque maintenant, on trouve que les mathématiques, c'est trop difficile, et que c'est raciste d'être trop bon en maths. Donc, on voit bien qu'il y a cette espèce de rupture qui se passe dans le corps social entre d'un côté les utilisateurs et de l'autre côté les concepteurs. C'est très très visible dans cette nouvelle industrie, quoi. Il y a vraiment les gars qui comprennent quelque chose et les gars qui comprennent rien. Alors moi je suis dans un truc intermédiaire, c'est-à-dire que je comprends tout ce dont j'ai besoin pour m'utiliser dans mon métier qui est l'économie, les marchés financiers, parce que là il y a beaucoup de données, beaucoup de programmes qui sont nécessaires. Mais
je suis absolument émerveillé quand j'appuie sur un bouton et pof, ça me calcule une corrélation ou une multirégression. Tu vois, en une seconde, je me dis, mais c'est merveilleux. Mais comment ils y arrivent, je n'ai pas la moindre idée. Tu vois, je sais l'utiliser, mais je ne sais pas comment ils y sont arrivés. Et ça doit être très, très stressant pour beaucoup de gens dans un monde, finalement, auquel ils ne comprennent rien, quoi. Mais c'est drôle parce que on avait déjà donné cet exemple, mais on avait pour moi une arrière-grande-tante et pour toi une grande-tante, qui à l'époque du changement, quelque part, de cinéma, c'est-à-dire on est passé d'un cinéma où toutes les scènes étaient expliquées, à un cinéma où, d'un coup, justement, une personne se retrouvait dans un salon. Et ma grande-tante était toujours, me disait, mais je ne comprends pas, il n'a pas pris l'ascenseur, il n'a pas appuyé sur le bouton, il n'a pas ouvert la porte, il ne s'est pas assis sur le canapé. C'est-à-dire que si elle n'était pas un peu comme au théâtre, où toutes les scènes étaient expliquées, elle était mal à l'aise. Et c'est un peu ce qui se passe pour nous aussi. On se retrouve devant un résultat en se disant, mais comment ils ont fait ça ? Comment ils ont fait ça ? Et donc, tu peux, d'ici là, puis tu connais que ce qui est le plus important dans la politique, c'est la théorie du complot. Donc, s'il y a des gars qui comprennent tout comme ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça fout la trouille d'avoir des gens qui maîtrisent les outils dont tu te sers tous les jours et auxquels tu comprends rien. Tu peux pas t'empêcher de ceux qui maîtrisent ces outils. Ils ne veulent pas du bien, quoi. Tu vois, alors, don't jump the guns. Oui. Donc, on a déterminé qu'une des premières peurs était la perte d'emploi. Donc là, toi, ça te fait pas trop peur parce que destruction créatrice, on arrivera. Et la seconde peur, alors attention, parce que là, il va commencer à falloir s'accrocher, c'est souvent les peurs qui sont agitées, c'est celle du transhumanisme. Alors, on le trouve, ce sujet, beaucoup de fois dans les commentaires à la télévision, dans des plateaux télé, justement, dans des ouvrages. La fin de cet ouvrage de Michel Onfray parle énormément de transhumanisme. Et on a effectivement le couplet habituel, enfin, voilà, la citation habituelle de « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mon oncle », puisque c'était dans Les Tontons Flingueurs. Mais, tu sais, elle revient de son examen en disant « Science sans conscience, j'ai fait un plan en 3 parties ». Bon. Mais, alors, il faut quand même rappeler que l'IA, c'est jamais qu'un outil. Il est dénué de conscience, il est donc au service d'un utilisateur. Alors, déjà, la première chose qu'on doit se dire, c'est que l'IA, en ça, a une limite. Par exemple, l'auteur prenait l'exemple du sida et disait, confronté au sida ou dans une certaine mesure au Covid, l'intelligence artificielle n'aurait pas su trouver la réponse puisqu'elle n'y avait jamais été confrontée, ça n'avait pas été programmé. Elle ne peut pas elle-même réfléchir une maladie qui n'aurait pas préexisté. Donc, quelque part, ça c'est la limite entre l'humain créatif et l'intelligence artificielle. C'est la même chose que le robot qui ne peut pas marcher sur le sable, qui sur les cailloux parce qu'il se plante. C'est qu'il réagit à ce qu'on lui a mis. Et si on n'a pas conceptualisé avant la possibilité d'un Covid ou j'en sais rien, lui, il va pas s'y intéresser, quoi. Alors, arrêtons là une seconde. Lui, si on l'avait laissé faire, si c'est lui qui avait pris la décision, l'intelligence artificielle, l'ordinateur, il aurait dit, bon, il y a combien de gens qui meurent ? Ils ont 85 ans de moyenne d'âge, bon, on va pas faire une pendule, c'est un peu la réponse des Suédois, quoi, tu vois. Mais donc, on peut dire du côté positif que cette intelligence artificielle, si on l'avait laissé faire, elle aurait été beaucoup moins dangereuse que Véran ou Salomon ou Trudeau, tu vois ce que je veux dire ? Donc, le beauté de l'intelligence artificielle, c'est qu'en principe, elle n'a pas de panique. Oui. Elle ne va pas paniquer. Donc, avant de prendre des décisions comme celles qui ont été prises, on aurait pu justement faire des tests, etc., pour savoir quelle serait la réponse complètement dépassionnée, quelle serait la réponse. Et je reviens à mon idée du complot, qui est quand même une idée... Ne me fous pas en l'air ma dernière partie. Hein. Non, je vous fous pas en l'air. Je dis simplement, si vous pensez à ça, comme vous envoyez des informations, vous faites ChatGPT, là, vous envoyez des informations sur tout. ChatGPT va se souvenir dans quelle école vous êtes, ce qui vous intéresse, etc. Et donc, quand vous donnez une information à ChatGPT, elle reste là jusqu'à la fin des temps. Et elle va l'utiliser aussi bien contre vous. Si le gars qui contrôle l'intelligence artificielle arrive à cette information sur vous, à ce moment-là, ça lui ouvre une possibilité de contrôle. Oui, alors là, tu vas vers ma dernière partie. On y viendra. Donc, là, en restant sur le transhumanisme, ce qu'il faut bien voir, c'est que la grande peur, et c'est ce qu'on voit dans le livre de Michel Onfray qui s'appelle Anima, en dernière partie. Anima, ce qui veut dire âme. Âme. Ce qui est curieux pour un type qui n'est pas croyant.
Alors non, Michel Onfray donne toujours une grande partie à l'âme comme une sorte d'essence. Qui te définirait. Et alors, il prend... c'est peut-être l'intelligence telle que je la définis. C'est peut-être... oui, c'est ton petit supplément d'âme. C'est mon petit truc qui tourne tout seul là-haut et on ne sait pas très bien comment ça marche. Et quelque part, dans ces définitions de ce qui peut rattacher des êtres humains entre eux, c'est ces âmes qui se parleraient. C'est très Platon, la caverne aussi. Voilà. Et donc, la grande peur de certains, c'est de voir... Alors, des gens comme Elon Musk parler justement d'arriver à mettre toutes les données de notre cerveau et quelque part de notre âme, on ne sait pas, en fait-elle partie, n'en fait-elle pas partie, dans des ordinateurs, et donc d'arriver à la vie éternelle. Alors attention, c'est là où il faut s'accrocher. L'auteur... Tu veux dire on va plus mourir ? Alors, l'auteur ici rappelle que quelque part dans un monde fini, l'homme a toujours eu des prétentions. Parmi les prétentions des hommes, il y en a eu une très souvent qui revenait, c'était se prendre pour Dieu, devenir immortel. Aller jusqu'au soleil, c'est Icare, c'est vouloir vivre éternellement. Et c'est ça, dans ce transhumanisme, qu'on va trouver aujourd'hui, c'est-à-dire cette volonté, au travers des machines, au travers de l'intelligence artificielle, de devenir immortel. Cependant, attention, il existe autre chose aussi chez l'homme qui a toujours été très fort, c'est la volonté d'asservir autrui. La volonté de rendre quelqu'un captif et de le réduire en esclavage, pour son bien. C'est toujours pour son bien. Fût-il une servitude volontaire. Et cette opposition entre ces deux concepts, est-ce que l'IA change par le transhumanisme, cherche à nous rendre immortels, ou est-ce que l'IA cherche à nous asservir et nous mettre quelque part sous la tutelle de quelque chose, fait l'objet de la dernière partie. Et oui, peut-on le croire ? Oui, elle le fait, elle peut le faire. Donc, en vérité, ce que dit cet auteur, Axel Sippel, c'est que effectivement, plus que le transhumanisme véritable aujourd'hui, ce qui est souvent un débat marketing d'Elon Musk, de gens qui aiment bien s'imaginer que la véritable question, la seule véritable aujourd'hui question qu'on doit se poser, c'est la collecte des données publiques. La collecte des données qu'on les garde. Voilà. Qu'on les garde jusqu'à la fin des temps. Parce que les données, c'est très facile, mais ce que disait Richelieu, si mes souvenirs sont exacts, donnez-moi une phrase écrite de la main d'un de mes opposants et je pourrais le faire condamner à mort. C'est-à-dire que si vous retirez une phrase de son contexte, vous pouvez faire condamner à mort à peu près n'importe qui. Donc, ce que ça veut dire, si ces gens sont là, qui veulent vraiment prendre notre contrôle par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, parce que c'est pas les machines qui prendront le contrôle, c'est les gars qui auront le contrôle des machines, qui en prendront le contrôle de nous aussi. Ben, si ça se passe comme ça, si vraiment ils réussissent à prendre le contrôle par l'intermédiaire des machines, il va falloir que nous n'envoyions dans les machines que des machins complètement sans intérêt. Et donc, on arrive au woke d'aujourd'hui qui t'as le droit de dire rien qui fâche quelqu'un. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une société où il y aura deux niveaux de discours. Celui, quand on est à 4 autour d'une table avec une bouteille de vin et où on peut raconter des conneries parce que, voilà, et encore en espérant qu'il n'y a pas des micros, et celui qui est à destination de la consommation publique, et à ce moment-là, ça va être complètement ennuyeux, il ne se passera rien, etc. Et la seule façon dont l'humanité a progressé, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est au travers de solides bagarres entre la Terre est plate, la Terre est pas plate. Tu vois, c'est de là d'où sont venus les progrès. Donc, si maintenant ils prennent notre contrôle, on va être obligé de fermer notre gueule. Et donc, ça va arrêter tout progrès. Il n'y aura plus le type qui, d'un seul coup, dira « moi, je ne suis pas d'accord ». Donc, il n'y a pas de danger, à mon avis, d'immortalité, mais il y a un danger réel que, dans le fond, Orwell a eu raison et que Big Brother is watching you, quoi. Voilà, alors, encore une fois, ce qu'il dit, c'est que véritablement, le transhumanisme serait une sorte d'épouvantail qui servirait qu'à masquer la vérité. Oui. C'est les avancées de la technologie vont enfin permettre à l'homme d'asservir l'homme. Voilà. Et on se retrouve donc dans le vieux constat que homo homine lupus est, et que véritablement, l'homme est un loup pour l'homme. Et
c'est cette espèce de fable populaire autour du transhumanisme. On doit bien s'en garder parce que véritablement pour eux, parce qu'il y a un autre auteur qui s'appelle Jean-Briel Ganassia qui a fait tout un essai sur ça, pour dire, écoutez, c'est une chimère qu'on vous agite, c'est un bonneteau. On vous fait très peur avec cette histoire de transhumanisme en vous disant... Donc on va vous mettre des puces dans le cerveau. On va vous mettre des puces dans le cerveau, on va vous faire des hommes kangourous qui seront mi-kangourous, mi-chèvres, avec des bonnets. Non, on est très très loin de tout ça. On est très très loin d'une intelligence artificielle autonome, capable, non supervisée d'avancer. On est, alors on dit pas que ça arrivera pas, mais on n'est vraiment pas... En revanche, ce qui peut arriver dans les 10 ans, ça c'est à notre porte, c'est une collecte massive par des GAFA de nos données privées. GAFA qui elles-mêmes, on le rappelle, sont en train de monter des monnaies privées, le Libra. Et elles peuvent aussi se mettre en liaison avec le gouvernement pour arriver à ce que les Américains appellent aujourd'hui la société de censure. C'est-à-dire que les GAFA et les États peuvent promouvoir avec beaucoup de volonté la société de censure où vous n'auriez plus droit d'assister à des émissions comme celle-là, par exemple. Ou bien, bon, vous pourriez le faire, mais on serait quelque part dans le dark web et pour nous trouver, il faudrait être très très compétent. Donc le vrai problème, c'est ça, c'est que ça permet à la minorité qui, comprenant ces systèmes, peut les contrôler, de nous contrôler. En plus, le vrai but, c'est de nous contrôler, quoi. Et alors, quand on regarde les applications courantes, il est certain que quand on se tourne du côté de la Chine, on a l'exemple du crédit social, qui est quand même légèrement déroutant. Et on a aussi l'exemple, quelque part, de l'énorme contrôle. Encore une fois, si on revient à l'expérience Covid, tu disais tout à l'heure qu'une intelligence artificielle n'aurait pas fait ça, mais est-ce que... Alors, on peut se poser la question de l'application, justement, du système de contrôle comme une sorte de grand exercice de première ordre. C'était peut-être un bêta-test à faire. C'était peut-être un bêta-test. Et ce que tu dis est très important, c'est-à-dire que on a vu que la réaction des politiques a été abominable, mais eux, ils ont vu que ça leur a permis de comprendre le contrôle de la population sans qu'elle grogne trop. Mm-hmm. Donc, c'est pas les machines qui nous vont contrôler, c'est Véran. Oui, c'est les hommes qui contrôlent certaines machines, en ce qu'ils auront au préalable récolté suffisamment d'informations sur chacun d'entre nous. Donc, la véritable question... Le truc de la monnaie, par exemple, de banque centrale, l'espèce de crypto-monnaie, c'est une autre façon, parce qu'à partir du moment où tous les comptes seront visibles à la banque centrale par ces gens-là, tu pourras pas t'acheter un cigare sans que les gars soient au courant, quoi. Pourquoi c'est d'ailleurs l'ironie de la chose, c'est que à l'origine, Bitcoin, en système blockchain, donc utilisant une certaine forme d'intelligence artificielle qui est en fait une programmation algorithmique, était né en 2008 du fait du manque de visibilité des banques centrales. Oui. Et en essayant d'échapper à un système justement alors le Bitcoin restera échappé parce qu'il est complètement en dehors de contrôle de tout le monde. Oui, mais attends, laisse-moi finir. Oui. Et maintenant, ce qu'il y a de drôle, c'est que les banques centrales elles-mêmes vont se mettre à faire des blockchains. Donc c'est quand même l'ironie de la chose. Mais pour nous contrôler. Mais une blockchain qu'elles contrôleront. Mais bien sûr. Que la blockchain de Bitcoin est contrôlée par l'ensemble des gens qui sont dans Bitcoin. Voilà. Personne ne peut la toucher. Donc la blockchain de Bitcoin, c'est pas contrôlable, très difficilement, je sais pas. Je pense pas que ce soit contrôlable. Mais la blockchain de la Banque centrale, ça sera très 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 facilement contrôlable, parce que là, ils sauront exactement ce qui se passe et comment ça se passe. Donc c'est comme toujours, comme la fable d'Ésope. Vous savez, la langue, c'est ce qui est le pire et le meilleur. La technologie, c'est le pire et le meilleur. On a fait cette avancée extraordinaire. On a cru que ça allait nous libérer. Quelque part, ça nous a libéré beaucoup de tas de choses très embêtantes. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que cette technologie est en train d'être capturée par des gens qui ne veulent pas que du bien. Et là, ça devient un problème qui n'est plus un problème philosophique, mais un problème politique. C'est-à-dire comment on contrôle ces gens qui ne veulent pas du bien. Pour l'instant, en amont, tant qu'on n'a pas la preuve de ça, ça reste un problème philosophique pour moi. Oui. Ça reste un problème philosophique dans la mesure où, dans une certaine mesure politique aussi, parce que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que des sociétés comme Facebook aient quelque part toutes nos données
et puisse ensuite s'en servir à des fins politiques, ça puisse être revendu, et ainsi de suite. On a vu au moment, et c'était déjà il y a un moment, à l'heure des algorithmes, de la campagne d'Obama, combien des campagnes avaient été ciblées sur les femmes noires, célibataires, vivant en ville, mais citadines. c'était pire que ça, c'est-à-dire que les campagnes qui étaient faites pour éliser Obama, si c'était dans une banlieue noire, il faisait que des campagnes ciblées sur la noire, mère célibataire, etc. Si c'était au milieu du Texas, le message était complètement différent. C'était la liberté de porter des armes. C'est-à-dire qu'on faisait des campagnes qui étaient micro-managées pour les 30 000 personnes qui vivaient là, qui étaient complètement différentes des 100 000 personnes qui vivaient là. Donc c'était pas du tout la même campagne. Ce qui veut dire que Obama a passé son temps à ne rien dire, parce que ça aurait contredit ces campagnes qui se faisaient comme ça. Donc, on a élu un gars dont on savait pas ce qu'il voulait, et d'ailleurs, on le sait toujours pas. Et donc, c'est une déviation de la démocratie. Donc, je reviens toujours à ma vieille idée, c'est que la seule façon de s'en sortir, c'est de retourner au suffrage universel, mais au référendum d'initiative populaire, parce que là, ben, tu es obligé de faire une campagne d'intérêt général, quoi. Tu poses les bonnes questions. Mais pour moi, et ça touche au marketing et tout, on est en train de travailler aussi avec Didier, justement, en utilisant l'intelligence artificielle, sur comment on se tire une balle dans le pied, mais c'est pas grave, parce que ça va beaucoup intéresser beaucoup de gens. Comment mélanger le marketing et la macroéconomie. Nous, on a des connaissances en macroéconomie très fortes, on a un niveau de vie va monter. Et quand le niveau de vie monte, il se passe à l'intérieur des acheteurs, ceux dont le niveau de vie monte de façon accélérée, puis ceux dont le niveau de vie... Et si tu peux les identifier, tu peux faire des campagnes de marketing simplement pour les gars qui peuvent acheter tes produits. Bah oui. C'est ça, mais là, tu les identifies, tu vois avant que la vague de hausse de niveau de vie se passe, où ta campagne de marketing doit aller, tandis que d'habitude, tu le fais après. Donc, on gagne un petit peu. Mais c'est exactement ce qu'a fait Obama pour sa campagne. Et c'est en effet, ça ouvre la voie à de plus en plus de manipulation. C'est parce que plus tu en sais sur les gens. Moi, par exemple, si tu veux, je suis très content qu'il n'y ait pas eu Facebook quand j'avais 18 ans, parce que ce qui sortirait aujourd'hui sur moi, il y a des gens qui le retrouvent. Oui, et puis... Ce serait pas une bonne idée. Et puis, aujourd'hui, tu peux éduquer tes enfants, et ils ont tous compris que ce qu'on mettait sur les réseaux restait pour toujours. Mais effectivement, tu n'es jamais à l'abri d'avoir été dans une fête... montrer tes fesses à tout le monde, j'en sais rien, tu vois. Faire des blagues drôles. Surtout quand tu joué au rugby, tu sais, au voilà, rugby... faire des blagues spirituelles Des blagues de joueurs de rugby, c'est moyen en général. Hein, et tu te retrouves avec des photos de toi, la tête dans le caniveau, ou tout nu avec des copains. Tout nu avec plongé dans un port complètement dégueulasse. Enfin, bon, tu vois, c'est pas toujours des trucs... Ce que tu as fait à 18-20 ans, c'est pas toujours particulièrement glorieux, quoi. C'est pas qu'on ait fait des grosses bêtises, mais... Non, mais c'était des trucs de gamins. C'était des trucs de gamins. Moi, j'ai toujours pensé que les garçons jusqu'à 25 ans, c'était idiot. Donc, il n'y a rien à en sortir. Oui, ils sont pas finis d'être cuits. Ils sont pas finis d'être cuits. Les filles à 18 ans, c'est à peu près raisonnable, mais les garçons jusqu'à 25 ans, il ne faut rien en sortir. Donc, voilà. Donc, on se retrouve avec un monde où il y a de plus en plus de possibilités de manipulation un peu crasseuse, de prise de contrôle feutrée. Ça serait mieux, vous savez, c'est la vieille plaisanterie sicilienne qui est un gars, il dit, vous savez, vous avez de beaux enfants, ce serait dommage si vous arrivez à malheur. Tu vois, imagine que t'es des beaux enfants avec une dame qui est pas ta femme, t'es un homme politique, c'est arrivé à un de nos présidents, hein, c'était le secret le mieux gardé, mais aujourd'hui ce serait pas possible. Mais tu vois, moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, encore une fois, qui est truffé d'informations, à mon avis mal construit, mais c'est très subjectif, c'est le point final, qui est de dire qu'en définitive, le transhumanisme n'est pas véritablement le problème, que c'est une sorte de foulard rouge qu'on nous agite pour qu'on s'énerve. Pour qu'on fasse charger le taureau sur le foulard. Voilà. De la même façon, les cocktails sont toujours remplis de personnes qui t'expliquent qu'il faut faire des comités d'éthique pour régir les uns et les autres et encadrer l'intelligence artificielle. Non, mais on mettra qui, Laurent Fabius. De toute façon, à toutes les époques, moi j'ai eu ça à l'époque sur les sociétés avec les systèmes de gouvernance,
France, à l'époque, il n'y a rien de pire que ces comités d'éthique. On fait tout ça, tout le monde veut toujours être dans les cocktails mondains, tout le monde en a toujours plein la bouche. Ça ne sert à rien, c'est pas véritablement là que le problème se passe. Le problème se passe, encore une fois, dans qui ou comment a ces données, dans quelle mesure les gouvernements ont accès à ces données, et qui peut s'en servir. Et est-ce qu'on peut relier les données fiscales, les données bancaires, les données personnelles... Et les données politiques. Et les données politiques en un seul endroit. Parce que je ne sais pas si tu as vu, récemment, il y a des applications qui permettent de déterminer ta photo. Donc, elles te trouvent, à un instant T, toutes les photos qui peuvent être partout. Et il y a des photos que tu retrouves de toi, possiblement des manifestations où tu es allé. Oui. Parce qu'il y a eu des collectes d'informations et c'est quelque part, tu vois. C'est quelque part, il suffit de faire passer ce logiciel dans des foules qui ont défilé et pof, vous pouvez repérer le gars qui était là. Et les logiciels de reconnaissance faciale qui commencent à avoir lieu en Chine, la question se pose une fois qu'elles seront mises en application, c'est-à-dire qu'à un instant T, on peut savoir si tu es passé par une gare, si tu es près un métro, et à tout moment, donc, on peut avoir un lien sur absolument toutes tes actions. Et ça pose quand même un problème de liberté individuelle. Et j'aimerais bien... peut-être changer d'idée entre les deux. Oui, mais donc j'aimerais bien quand même, à défaut de comité d'éthique, que le législateur ou les grands juristes se posent la question en amont de ça, et avant de se poser des questions sur le transhumanisme, essayent de réfléchir à comment cette collecte des données... Il y a un truc qui est très important, oui, c'est un truc, ce que tu dis est très important. Il y a quelque chose qui existe en droit aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe en France, c'est que des informations qui ont été recueillies sur un crime que tu aurais commis et qui ont été recueillies de façon illégale sont inutilisables dans tout procès. Ça, c'est the fruit of the forbidden tree. C'est à partir du moment, par exemple, tu es dans un meurtre, ils ont un mandat pour ta maison, ils ont regardé ta voiture. Or, ta voiture, c'est une propriété à part. Donc, ils leur font un mandat aussi pour la voiture. S'ils ont récolté le couteau, l'arme à feu dans ta voiture, elle n'est pas admissible parce que ça ne fait pas partie du mandat de la maison. Ouais. C'est-à-dire qu'on revient à une vieille notion juridique, c'est-à-dire que vous avez le droit de chercher à condition que vous ayez un ordre judiciaire. Un ordre judiciaire qui vous permet de chercher. Mais vous n'avez pas le droit de chercher. C'est ce que disait ce bon Beria, l'assassin de Staline. Là, il disait désignez-moi le bonhomme et je vous trouverai le crime. Parce que lui, son boulot, c'était de trouver le crime pour pouvoir exécuter le gars. Mais à partir du moment où toutes ces informations sont disponibles, si elles ne sont pas soumises, les seuls qui peuvent le faire, et encore, parce que l'État peut être non légitime, alors là, ça nous, comme en Chine, là, ça nous pose un problème, mais mettons dans les États de droit, il devrait y avoir un mandat préalable à toute demande d'information qui utiliserait toutes ces choses-là. Et encore, je ne sais pas si on devrait avoir, je pense qu'on ne devrait pas avoir le droit de croiser les fichiers. C'est-à-dire, moi, je peux pas. On va arriver à un monde où, le gouvernement, il aura une espèce de Google à lui, il tapera Charles Gave, et puis il aura tout ce que j'ai fait toute ma vie, les transactions financières, les impôts que j'ai payés, tout instantanément. Et là-dedans, il va bien y avoir un autre truc que j'ai fait de travers, tu penses bien, même sans le savoir. Donc à ce moment-là, on peut prendre ça, le monter en épingle, et me détruire. Donc, et en amont de ça, la véritable question, c'est dans quelle mesure Facebook, qui elle a récolté ces informations, ne va pas ensuite les monnayer. Bien sûr. Parce que l'auteur prenait un exemple de Uber. Il disait, voilà, Uber vend un logiciel qui vous permet de calculer la route la plus courte. Sauf que pour ses chauffeurs, il donne la route la plus courte, et pour les autres, il donne pas le même chemin que ses chauffeurs, afin que ses chauffeurs aient les bonnes routes sans personne. Ce qui est encore compréhensible, mais ce que fait Uber aussi, c'est que il y a aussi des gens avec qui on travaille qui font ça, c'est de faire des espèces de simulations d'une ville. Et donc, où les voitures de Uber, où on a-t-on besoin, à quelle heure, etc. Parce que les chauffeurs de Uber qui attendent devant les gares quand les théâtres se ferment, ouvrent, c'est idiot. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont monté des systèmes où les voitures de Uber vont en fonction de l'occupation des gens dans la ville. Ça, c'est pas idiot. C'est pas idiot, mais c'est la même chose. C'est commercial. C'est commercial, mais là aussi, bien sûr, c'est très intéressant. Mais on se rend bien compte à quel point nos vies deviennent paramétrées. C'est-à-dire que tu vas te mettre à suivre un gars,
Et tu sais que... Parce que moi, dans mon exemple, ce que je disais, c'est que ça donne un avantage au livreur, au mec de Uber, et toi, ça te donne un désavantage, alors que tu n'es pas au courant qu'on te crée un désavantage de passer par une autre route afin que les autres soient... Alors, c'est une autre forme de concurrence qui apparaît. Donc, c'est une bonne question. Il y a des gens qui vont avoir accès à la connaissance, alors que d'autres n'y auront pas accès. Et est-ce que c'est pas une forme d'injustice aussi qu'il faudrait traiter? Mais ce que tu dis est exact. Ça pose des problèmes juridiques, philosophiques, éthiques, sur lesquels il serait grand temps que des gens compétents se mettent à réfléchir. Et en particulier le système judiciaire. Mais le problème, c'est que le système judiciaire a plus ou moins... Le contrôle du système judiciaire a été pris plus ou moins par les Soros de ce monde. Et complètement. Complètement, quand tu vois les décisions qui sortent. Et alors, ça dépend des pays, mais en tout cas, dans le nôtre, c'est extrêmement clair. Bon, déjà, ils sont rasibus, ils n'ont pas de moyens, ils sont très fauchés, donc très faciles à acheter. Oui, et il est certain qu'on n'a plus véritablement de grands juristes comme à l'époque qui pouvaient... Et oui, parce qu'on a détruit les facultés de droit. C'est, moi, encore une fois, un professeur de droit, quand j'avais 20 ans, c'était un senior local, c'était un agrégé de droit. Aujourd'hui, bon, c'est devenu un super instituteur, mais c'est guère mieux. Et c'est bien dommage. Donc, c'est une question très importante. C'est que tu as besoin, si je dis aujourd'hui, de Raymond Aron, de Jouvenel, de gens comme ça, de René Girard, de gens qui sont capables de s'élever jusqu'aux principes essentiels pour trouver des solutions à ces atteintes à la liberté individuelle. Mais on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. On a aujourd'hui que des spécialistes du tableau Excel. Oui. Mais c'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. On a des gars qui doivent s'élever. C'est presque un endroit où, si j'ose dire, les églises devraient aller. Je pense aussi. C'est presque un et endroit... pas sur la question du transhumanisme, paradoxalement, là où elles vont, parce que... Alors, cela dit, si, évidemment, il y a des choses comme l'embryon, il y a des choses... Oui, bien sûr. Mais là, on est plus... Le début de la vie ou la fin de la vie. Voilà, mais ça, on est plus véritablement là dans les comités d'éthique. Ils savent faire. Voilà. Mais les questions sur les données, parce que oui, évidemment, à partir du moment où tu mets les opinions politiques, tu mets aussi les opinions religieuses. Bien sûr. Et avec par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, on se rend compte que le FBI, qui est tombé sous les mains de l'administration Obama, qui n'en est jamais sorti, est en train d'attaquer très violemment les catholiques. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que les catholiques sont ceux qui, ils ont de loin été le groupe le plus en pointe, le plus soudé dans la lutte contre l'avortement. Donc, par exemple, il y avait des familles de catholiques qui allaient prier devant les cliniques où l'avortement se passait, tu sais. Et on a fait passer une législation, ces gars-là peuvent aller jusqu'à prendre 10 ans de tôle. Et le FBI a monté des groupes spéciaux pour suivre les catholiques, qui considèrent comme des terroristes. Parce que si tu es contre l'avortement, ça veut dire que tu es un terroriste. Ça reste quand même une liberté d'opinion, quoi qu'il en soit. Et puis le droit de se rassembler, tu as le droit d'aller prier où tu veux. Hein, oui. Si tu veux aller. Donc, on se rend bien compte que dans le monde que tu décris, on sait très bien qui sont ces gars-là. Et ils sont arrivés avec... il y a eu un cas assez célèbre aux États-Unis il y a quelques mois, où ils sont arrivés avec 10 voitures, avec des gars armés, etc., pour arrêter un père de famille qui avait 12 enfants, qui était quelque part dans le sud des États-Unis. Et qui était une menace terroriste intense. Intense. Et si tu veux, il allait acheter du lait. Il allait acheter du lait, c'est ça. Et pendant ce temps-là, les gars qui manifestent devant le domicile des... juges à la Cour suprême des États-Unis, ce qui est formellement interdit dans la loi américaine, ne sont inquiétés par personne. Donc tu vois bien, c'est-à-dire, ils sont devant les juges qui ont voté contre l'avortement, là, le retour aux États, et puis le catholique, tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a l'appareil d'État. Rappelons quand même qu'ils n'ont pas voté contre l'avortement, ils ont voté pour redonner une autonomie
aux États de faire le choix de ou pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire de déléguer cette décision, qui est dans la Constitution américaine. De la faire descendre d'un étage. C'est comme si, en France, on disait, voilà, il ne nous appartient pas en tant qu'État français de le décider. La Dordogne décidera, le Sud, PACA décidera, et ainsi de suite. En fonction des assemblées locales qui existent, puisqu'ils ont des parlements locaux, ils ont un gouverneur local. Donc, et on a bien vu qu'à ce moment-là, l'appareil d'État contraignant, celui qui contrôle les GAFA, etc., était en train de mettre en pouvoir la violence légitime contre ce qui n'était que des opinions, tu vois, ça veut dire ce qui est complètement dangereux, quoi. Donc on se rend bien compte des dérives, parce que s'il y a les GAFA, le gouvernement qui contrôle tout sur tout, et que la police commence à charger les gens qui sortent de la messe, on va être... ça va rappeler de mauvais souvenirs. Hein. Voilà, ça va rappeler des mauvais souvenirs. Donc, c'est pas du... Encore une fois, je crois que ce que tu dis est très juste. Le problème n'est pas du tout là où on nous le présente, c'est pas d'avoir des puces dans le cerveau qui me feront penser autrement. Le problème, c'est que... C'est ce qu'avait écrit Huntington dans... Le choc des civilisations. C'était celui dans son dernier livre, qui était « Qui sommes-nous ?» Il disait, il y a cette espèce de rupture dans le monde entre les 5 ou 10% de la classe dirigeante et puis tout le reste. Et cette classe est devenue une classe mondiale. Mm-hmm. Et c'est aujourd'hui, je crois que dans nos démocraties, dans nos civilisations, c'est là qu'est le danger. Parce que s'ils contrôlent à la fois les États, les grandes sociétés, et l'information et les forces de l'ordre, ou du désordre, à ce moment-là, les 90% qui sont en dessus, ils ne sont pas finis d'en prendre plein la tête. Hein. Donc le danger, c'est pas la puce dans le cerveau, le danger, c'est qu'on m'empêche de penser. Voilà, le danger n'est pas, on y revient, la volonté de l'homme de vivre éternellement. Le danger, c'est la mise en servitude de l'homme par l'homme. Par l'homme, c'est de retourner à l'esclavage. Une forme d'esclavage qui ne porterait pas ce nom, et qui surtout serait tacite. C'est-à-dire, ça serait un esclavage feutré. On continuerait à avoir une démocratie formelle où on ferait semblant d'aller voter. On ferait semblant d'aller voter. On ferait semblant d'avoir des élèves. On ferait semblant voilà. Mais en vérité, les décisions... Et pour ça, il faut aussi avoir l'école qui devient une fabrique de crétins. C'est ce que dit Brigali. C'est ce que dit Brigali. Brigali dit que ça fait 20 ans qu'on nous prépare une génération de crétins pour empêcher d'avoir des citoyens. Alors, non seulement on fabrique des crétins, mais aussi on va fabriquer des crétins qui ne seront même pas aptes à travailler dans un marché de l'intelligence artificielle. Parce que là, à ce jour, on ne forme même pas... tu pourrais dire que des gamins qui ne sont pas spécialement scolaires, on pourrait leur apprendre à coder à partir de la seconde. Hein, ça ne demande pas des techniques mathématiques. Voilà, faire un peu... s'adapter au monde qui va être... Ou faire comme en Suisse, qui commence à travailler. Puis à un moment où ils ont un travail, où ils ont une vraie compétence, ils deviennent indépendants. Les seuls métiers qui vont s'en sortir, donc on a répété, ça n'était pas les métiers... ça va être des métiers à forte valeur ajoutée, donc à la rigueur, ça va être ébéniste, des choses où il y a un savoir-faire qui a été acquis. Qui ne sont pas répétitifs. C'est-à-dire jardinier, ça va très bien. Bah oui, parce que tu changes avec les saisons, il faut réfléchir, voilà. Donc, on va pas mettre une machine. Il y aura toujours... Mais contre, tous les métiers, caissière, vendeur, tout ça va disparaître au fur et à mesure. Exactement. Voilà. Et donc, les gens vont perdre leur autonomie parce qu'on va leur donner, je ne sais pas quelle prébande mensuelle pour qu'ils vivent sans travailler. Ah bah ça, c'est la grande idée du revenu universel, pour qu'on soit tous des peigne-cul. Voilà, pour qu'on soit tous... et que surtout qu'on obéisse bien, parce que dès que le moment où tu ne vis que de ton revenu universel, si tu cesses d'obéir, tu fais ce que Trudeau a fait au Canada, c'est-à-dire qu'il y avait les gens dans leur camion là qui gueulaient à Ottawa. Eh ben, il a dit très bien, on va fermer tous leurs comptes bancaires. Donc il a été voir les banques et les banques ont accepté de fermer les comptes bancaires des gars qui avaient des camions et qui manifestaient légalement. Donc on leur a coupé tous les moyens de vivre. Donc dès le moment où tu ne vis que du revenu universel, si tu commences à faire trop de bruit, on te le coupe. Tiens, j'ai oublié de dire un truc sur ce que tu disais tout à l'heure dans ce petit supplément d'âme, quelque part, qui faisait qu'à un instant T, tu avais du génie. Je suis tombée sur une vidéo cette semaine de, je sais plus, c'était Blast ou quelque chose. Et la fille expliquait, en gros, je me souviens plus de son nom, je m'en fous, qu'en gros, le génie n'existerait pas. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ce qu'il y a d'intéressant avec le génie, c'est qu'il peut tomber absolument n'importe où, n'importe quel milieu social. Et ça permet aussi à des gamins, à Camus, de devenir Camus par son instituteur. Si tu dis que le génie n'existe pas, tu permets justement ce système de caste. Oui. De dire que les 5-10% qui sont tout là-haut peuvent le rester, et c'est ce que la gauche est en train de faire. Et de le rester, et que ça devienne héréditaire. Et que ça devienne héréditaire, parce que quelque part, comme le génie n'existe pas,
En disant ça, ce que tu dis, c'est que tu peux pas trouver un œillet au milieu de la fange. Tu ne peux pas tout à coup avoir des gamins incroyables qui sortiraient du lot. Un berger qui tout à coup serait un mathématicien de génie. Or, ça arrive. Ça arrive que quelque part, on est 2 parents paysans et que soi-même, on soit philosophe. Jaurès, Camus, enfin voilà. Donc l'histoire est ainsi faite que on ne sait pas pourquoi parfois la grâce vous touche. Mais c'est l'espèce de. Et le monde n'est pas fait que de Salieri. Parfois il y a des Mozart. Oui. Et bien sûr, si tu veux devenir Mozart, tu vas avoir 90% de transpiration, mais tu auras ce 10% de supplément d'âme qui est venu de on ne sait pas où et qui fait de toi ce génie incroyable. Et le renier. C'est renier l'homme. Et c'est pratiquement plus grave. C'est toujours revenir à l'homme en tant qu'espèce, alors à la place de l'homme en tant qu'individu. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est l'individu, parce que c'est en effet là que tu te rends compte que chaque personne est complètement différente. Mais la plupart des gens qui sont là-dedans, ils pensent que les gens en dessous, c'est très visible avec Macron et les gens en dessous, là, qui considèrent comme je sais pas quoi. Et ils pensent vraiment qu'ils sont tous pareils et qu'ils sont tous des bons à rien. Donc, ils ont une espèce de mépris vis-à-vis du bas, qui est le propre même de ce qu'il faut détruire, c'est-à-dire la noblesse. Il faut toujours favoriser l'aristocratie, qui est ouverte, et détruire les noblesses qui se prennent pour je sais pas quoi. Moi, je suis très anti-noblesse et très pro-aristocrate. Ça paraît curieux, hein ? Non, je comprends la différence. Je sais pas si vous la comprendrez, mais on vous laisse en commentaire le faire. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. On a fait un petit tour. Je sais qu'il y a plein de choses disponibles sur l'intelligence artificielle. On n'est pas rentré véritablement dans les applications parce que d'abord, j'y connais rien et il y a des gens beaucoup plus... je ne suis pas ingénieur et on essaie de trouver des applications à la finance, au droit et aux choses que l'on peut connaître et aux applications éthiques. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans les remarques que vous pouvez trouver en dessous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Enfin, que faites-vous ? Et puis aussi disponible sur Spotify, sur Deezer, sur TikTok. Merci encore d'être 250 000 à nous suivre. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Le DAF ça fait chaud est ructe de bonheur. C'est le printemps. Et voilà, la semaine prochaine, je ne sais pas de quoi on parlera. On trouvera d'ici là. Peut-être les questions. Ah oui, peut-être les questions. Voilà, on va faire des questions. Donc, je vais ouvrir une page. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la page que j'aurai ouverte sur YouTube et sur Twitter. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.